Quand j'ai créé un bot Twitter pour promouvoir ce podcast, j'ai créé une mini intelligence artificielle qui avait 3 paramètres. 3 critères pour déterminer si un compte appartient à un ou une développeuse francophone. GPT-3, la dernière version du modèle créé par OpenAI, en a 175 milliards. Nous pourrions dire qu'il y a une petite marche entre les deux, et bien sûr, il y a bien plus que ça. Mais alors, comment les IA peuvent-elles passer à ces échelles? Est-ce que tout ne serait pas qu'une simple question de dataset? Et surtout, ces modèles sont-ils dans une course linéaire? Pour répondre à ces questions de taille, je ne reçois pas Jonathan Swift, mais il s'y connaît en géant. Olivier, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Olivier, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, donc je m'appelle Olivier Koch, je suis responsable de l'équipe de Machine Learning à Onfido. Onfido est une entreprise qui fait de la vérification d'identité sur Internet. Okay. On utilise le machine learning pour permettre aux entreprises de vérifier l'identité des personnes qui se présentent à leur porte pour créer un compte en ligne. Ok. Onfido, c'est une boîte qui est plutôt jeune, que tu as créée il y a un petit moment ou... Alors, c'est pas moi qui l'ai créée. Ouais. Je l'ai rejoint il y a 2 ans. Elle a 10 ans. Elle a été créée en Angleterre par 3 ingénieurs d'Oxford. Et elle est essentiellement basée à Londres avec des personnes en France, à Berlin et en Allemagne et au Portugal. Okay. Le machine learning, c'est une longue histoire pour toi. Ça fait longtemps que tu baignes dedans. Comment est-ce que tu es arrivé là-dessus et comment ça se passe du coup aujourd'hui avec Onfido? Alors c'est une très bonne question. En fait, j'ai pas commencé dans le machine learning. J'ai commencé par un diplôme d'ingénieur en informatique à l'ENSTA en fait en 2002. Donc ça fait déjà 20 ans quand même. Et donc à l'époque, ma passion c'était vraiment le calcul distribué. C'était de pouvoir distribuer des algorithmes du code sur beaucoup de machines. Et c'est de proche en proche, j'ai bifurqué vers la vision par ordinateur, computer vision. J'ai découvert ce milieu-là et j'ai fait une thèse aux États-Unis dans ce domaine-là. Je suis revenu en 2010. J'ai commencé par travailler 5 ans chez Thales dans l'optronique, donc toujours dans la vision embarquée. À l'époque pour le Rafale, donc je dirigeais l'équipe qui fait le traitement d'image pour toute l'optronique du Rafale. Et ensuite, je suis allé à Criteo. Et à Criteo, en fait, c'est là que j'ai fait une bascule vers le machine learning appliqué à la publicité. J'ai découvert donc je suis resté 6 ans. J'ai vraiment découvert et appris comment on fait du machine learning à très grande échelle pour des milliards d'utilisateurs en quelques millisecondes. C'est vraiment un domaine passionnant. Et depuis 2 ans, je suis revenu un petit peu à mon premier amour de la vision par ordinateur parce qu'on n'en faisait pas beaucoup à Criteo. Et maintenant, je suis dans un mélange entre le machine learning et la computer vision. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant tout ce temps-là, le domaine du machine learning, il a évolué justement. Ouais. Et donc, c'est cette espèce d'expérience en parallèle, en fait, qui est intéressant. Alors, lors de la préparation de notre épisode, j'avais pas du tout conscience que tu avais fait tout ça, que tu as bossé sur le Rafale notamment et tout. J'ai du coup une multitude de questions qui sont arrivées en même temps. Et je me permets du coup d'en poser une première. Alors, excuse-moi si ma question est complètement absurde, mais à quel point le computer vision diffère du machine learning, qui sont au final deux analyses d'une information basée sur un dataset précalculé, on va dire. Enfin, tu vois, c'est une espèce de matching entre une nouvelle information et des analyses précédentes. Tu vois, à quel point ça diffère? Parce que au final, le computer vision, c'est pas juste du machine learning appliqué à une image. Alors, on peut le voir comme ça, tout à fait. Sauf que le computer vision, c'est un domaine à part entière qui a vécu sa vie en parallèle du machine learning, et notamment avant l'arrivée du deep learning. Il y avait déjà une recherche florissante, et il y a toujours une recherche florissante dans le computer vision. Effectivement, depuis une quinzaine d'années, les deux domaines se mélangent beaucoup, et la computer vision s'est inspirée énormément du deep learning. Le deep learning s'est aussi beaucoup inspiré de la computer vision. Il y a des modèles qui sont nés dans la computer vision et qui maintenant s'appliquent au traitement de texte. Donc effectivement, maintenant, c'est un joyeux mélange. Ok. Et du coup, ce qui est, je trouve, assez marrant, c'est que
Alors, c'est peut-être mon côté grand enfant, mais moi, tu me parles que tu as bossé sur les systèmes de computer vision du Rafale. J'ai les yeux qui brillent, tu vois, parce que je me dis que c'est génial. On parle du Rafale, comme un avion de chasse exemplaire dans le monde, un niveau d'ingénierie absolument colossal. Et tu nous dis qu'après, tu es arrivé chez Criteo pour travailler dans le monde de la pub, et tu nous dis que c'est là où tu as travaillé sur des systèmes de machine learning à très grande échelle et compagnie. Et donc, c'est marrant de se dire que tu nous parles du Rafale avant, au final, comme si tu avais bossé sur, je sais pas, sur un petit truc, tu vois, et tu nous dis que c'est dans la pub, qui est pour un truc qui, pour la majorité des gens, est invisible, parce que tu vois, la pub, on la voit plus aujourd'hui tellement elle est omniprésente partout. Et tu nous dis que pourtant, c'est là que tu as vu et c'est presque là où toi, tu as les yeux qui brillent vraiment. Tu vois, tu nous dis que là, tu as vu des modèles à grande échelle. Alors, effectivement, c'est comme ça que je l'ai dit. Je pense que je ne veux pas diminuer non plus mon expérience chez Thales. J'ai appris énormément de choses. Et je pense que c'est juste des choses différentes, en fait. Déjà, quand on travaille sur l'optronique du Rafale, c'est pas juste du software, entre guillemets, juste du software. Il y a des mécaniques, il y a de l'optique, il y a de l'électronique, il y a un mélange de métiers qui est incroyablement passionnant. On travaille sur des flux vidéo à des très hautes fréquences, des systèmes qui doivent résister, qui doivent prendre plusieurs jets en décollage sur un porte-avions. Enfin, c'est un milieu d'ingénierie absolument extraordinaire et que je recommande à beaucoup de gens. Simplement, factuellement, on ne fait pas de large-scale machine learning, en tout cas quand on fait l'optronique du Rafale, parce que on n'a pas accès à tant de données que ça. Et je pense que c'était une des limites particulières qu'on avait. Même à l'époque, il y a 5 ou 7 ans, pour récupérer l'imagerie du Rafale, faut qu'il y ait un ingénieur sur un ponton qui aille tirer un disque dur, le ramener à Massy Palaiseau ou autre, extraire les images. C'est difficile d'avoir accès à des images, mais j'ai appris énormément de choses là-bas, pour être clair. Et je pense qu'il y a aussi un aspect qui est important, c'est que je suis passé de Thales à Criteo en 2015. Et c'est justement à ce moment-là que le deep learning a explosé sur la planète. Et en fait, finalement, je pense que tout ça n'a pas forcément de grand lien avec mon changement, mais plus avec l'apparition du deep learning. Ce que je suis en train de dire, c'est que si ça se trouve, les ingénieurs de Thales sont en train de faire du deep learning, ça ne m'étonnerait pas du tout. Oui. Voilà. On peut supposer qu'ils ont les moyens, en tout cas, pour le faire. Exactement. Du coup, je reviens sur cette notion de grande échelle du machine learning. Mais du coup, ma question, alors du coup, je continue ce pont entre le projet sur le Rafale et Criteo. J'imagine que l'aspect machine learning sur le Rafale, il n'est pas fait en direct dans le Rafale, c'est juste le Rafale va juste collecter des informations, et j'imagine beaucoup d'informations vu le nombre de capteurs qu'il peut y avoir, qui seront traitées dans un second temps. Est-ce que du coup, ce volume d'informations, on ne fait pas du coup du machine learning à grande échelle ? Si, absolument. Et en fait, alors, dans la limite de ce dont je peux parler, il y a beaucoup de traitements qu'on conduits à bord, qui sont embarqués. Mais il y a effectivement aussi des informations qui sont ramenées sur Terre. Et là, du coup, avec le temps, on accumule énormément de données. Et il y a aussi du large-scale machine learning. Donc, je pense que dans l'embarqué, j'appellerais ça plutôt du real-time machine learning temps réel, et même extrêmement temps réel. Effectivement, une fois que c'est déporté, que ce soit par des ondes ou en physique, par des câbles en physique, là, on a accès à des quantités de données considérables. Ouais. Et alors, du coup, toujours dans cette logique de comparaison, parce que tu nous dis que du coup, c'est du l'ultra temps réel dans le Rafale, mais en même temps, tu nous as dit juste avant que quand tu étais chez Criteo, c'était des modèles qui étaient entraînés et qui devaient s'exécuter en quelques fractions de secondes pour des millions de personnes en même temps. Donc, on est aussi, au final, sur du temps réel aussi. Tout à fait, on est sur du temps réel. On n'a pas tout à fait accès au même hardware, cela dit. Oui. Voilà, donc à Criteo, alors on était essentiellement, à l'époque, en tout cas on-prem, mais ça revient à faire du cloud. On a accès à des hardware, des serveurs de cloud. L'empreinte, on va dire, en termes de puissance, n'est pas vraiment un problème. Enfin, elle le devient avec les notions de climat, justement, mais pas vraiment un problème. On te demande pas à ce que ton serveur puisse voler derrière, exactement. Donc ça te permet de faire plus de choses. Voilà, exactement. Sur un Rafale, c'est un serveur, ou plutôt un calculateur, comme je l'ai dit, qui doit être parfaitement hermétique à toutes les conditions météorologiques, qui a un budget en puissance de calcul qui est infiniment plus faible, ce qui conduit à des enjeux techniques, d'ailleurs, extrêmement intéressants. Mais du coup, c'est vraiment des milieux, d'un point de vue ingénierie, qui sont très, très différents. Ouais, je vois. Et par contre, effectivement, sur la publicité en ligne, on doit pouvoir livrer une pub à Singapour en quelques millisecondes. Et c'est aussi un autre enjeu super intéressant. Ouais. Alors, pour du coup essayer de définir ce que tu nous décris comme étant du large scale machine learning, à partir de qu'est-ce qui fait que d'un coup on passe juste d'un modèle de machine learning
du large-scale machine learning? Alors en fait, il y a un petit peu deux manières de voir ça. La première manière de voir ça, c'est une façon un petit peu simple, c'est de dire, en fait, dès que je commence à gérer énormément de données, c'est du large-scale machine learning. Donc en gros, si je suis en train de jouer avec un petit dataset de Kaggle sur mon laptop, je suis sur du small scale. Et puis si je suis en train de travailler chez Google sur Google Maps, je travaille sur du large scale. C'est une première vision des choses qui a le mérite d'être simple à expliquer, mais qui malheureusement ne correspond pas vraiment, si on essaie de rentrer dans la profondeur technique, à ce qu'on appelle le large-scale machine learning. Le large-scale machine learning, tel qu'il est décrit, et il y a des chercheurs très connus comme Léon Botou à Facebook et Olivier Bousquet à Google qui ont écrit des articles sur le sujet, c'est la notion que ce qui devient le facteur limitant, ce n'est pas la taille du dataset, c'est le temps. Donc en fait, quand le facteur limitant, c'est la taille du dataset, ça sous-entend qu'on n'a pas de contrainte de temps ou de puissance de calcul, et on peut faire tourner autant d'apprentissage ou d'évaluation ou de modèles qu'on veut. Et on peut très bien faire du small scale machine learning sur son ordinateur. Le large scale, c'est quand le facteur limitant, c'est plus le nombre d'exemples. On a accès à tellement de données que maintenant, le facteur limitant, c'est le temps. C'est le temps qu'on va avoir en tant qu'ingénieur ou en tant que chercheur pour faire une expérience, pour évaluer les choses. Et en fait, là où ça change complètement la donne, c'est qu'on se rend compte du coup que en fonction du budget temps qu'on a, c'est plus forcément le même algorithme qui est le meilleur. Là où avant, si on a un petit nombre d'exemples dans son dataset, on va trouver le meilleur algorithme possible et puis on va l'affiner. Quand on a une contrainte de temps très forte, on va se dire avec ce budget temps, quel est l'algorithme qui marche le mieux? Et si j'ai 2 ou 3 fois plus de temps, c'est peut-être un autre algorithme. Et c'est ça qui pour moi est le facteur le plus marquant en fait dans la différence entre les deux. Cet aspect temporel que tu évoques, est-ce que c'est le temps nécessaire pour entraîner le modèle ou le temps nécessaire pour traiter une nouvelle information, la comparer au modèle? Voilà, ce qu'on appelle en général l'inférence pour la deuxième partie. Clairement plus la partie entraînement. Okay. L'inférence compte aussi, mais pour simplifier un petit peu, l'inférence est rarement un problème. C'est un pur problème d'ingénierie. Il faut pouvoir faire une inférence très rapide. Mais ça, c'est un problème qu'on peut résoudre, entre guillemets, en jetant du hardware sur le problème. C'est-à-dire en trouvant du hardware ou de l'optimisation du logiciel. Et si on est vraiment fan de ça et qu'on a envie de faire à l'échelle planétaire, on peut même, si on est un géant de la tech, faire du FPGA. Ça, c'est possible. Okay. Mais donc, c'est plus sur la partie entraînement. Donc, du coup, un GPT-3 avec ses 175 milliards de paramètres, tu m'as dit quoi? C'est l'ingérence, c'est ça? L'inférence. L'inférence, pardon. L'ingérence, c'est effectivement autre chose. L'inférence, du coup, d'une nouvelle information, ça se fait du coup effectivement une fraction de seconde juste parce que tu rajoutes du hardware et puis ça se fait plus vite. C'est l'avantage des réseaux de neurones, c'est que l'inférence finalement c'est juste ce qu'on appelle une forward pass, c'est-à-dire une passe à travers le réseau. Et donc c'est des opérations arithmétiques assez simples. Il y en a beaucoup à faire, mais on l'a fait une seule fois et on a un résultat. Et on peut utiliser du matériel qui est optimisé pour ça, ou même des primitives SSE même sur son laptop pour faire ça très vite. Et donc c'est rarement un problème, on va dire, pour le commun des mortels. Et ceux pour qui c'est un problème, justement, comme les big tech, elles ont des ingénieurs et des calculateurs pour ça. Okay. Et donc, ça veut dire que quand tu commences à concevoir un modèle machine learning, où tu vas te dire, il me faut un dataset qui est suffisamment varié, suffisamment vaste pour couvrir tous les edge cases qu'il va y avoir dans une fois que je vais faire tourner mon modèle, ça veut dire qu'en fait, il y a un moment où ton dataset est suffisamment large et du coup, tu as réussi à remplir ce cahier des charges-là. Et du coup, en faisant ça, tu te retrouves avec des contraintes en plus que tu n'avais du coup pas forcément anticipées quand tu as commencé ton projet. Alors, tout à fait, c'est exactement le cas. Et en général, le dataset, il n'est jamais suffisant. En fait, on en veut toujours plus. Des edge cases, comme tu dis, on en découvre des nouveaux. On travaille, par exemple, à Onfido, on travaille aussi beaucoup sur le biais. On vient de publier un papier, d'ailleurs, un white paper sur le biais à Onfido. Je vous invite à aller le voir. Et en fait, c'est très important pour nous, par exemple, à Onfido, de s'assurer que le service qu'on rend de vérification d'identité n'est pas discriminant par rapport à l'âge, par rapport au sexe, par rapport à la géographie ou l'ethnicité. Et évidemment, plus on a de données, plus ça nous permettra de vérifier ça. Donc, en fait, on est toujours dans l'attrait vers plus de données. OK. Et alors, sur ce volume de données, à quel point... parce que tu peux pas avoir autant de données propres. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment aussi où... En fait, plus tu engranges de la donnée, moins enfin, c'est comme le gruyère, quoi. Plus tu as de gruyère, plus tu as de trous, donc plus tu as de gruyère, moins tu as de gruyère. Est-ce qu'on est un peu sur cette logique-là aussi dans le machine learning? C'est-à-dire qu'en fait, certes, tu engranges beaucoup de choses, mais il y a un moment, ça sert plus à rien.
Alors, en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on va en faire. Et c'est là qu'on rentre un petit peu dans les différentes catégories de modèles. En général, on a souvent une distinction assez simple entre ce qu'on appelle les modèles supervisés et les modèles non supervisés. Quand on est sur du supervisé, c'est-à-dire qu'un dataset, c'est des exemples avec des labels, donc par exemple des photos de chats avec le label chat et des photos de chien avec le label chien. Ce que tu appelles les trous, effectivement, enfin, le facteur bloquant, ça va être les labels. Parce qu'en fait, s'ils ne sont pas automatiquement ingérés dans le dataset, il va falloir les labelliser toutes ces données. Et ça prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc là, il y a ce facteur limitant dont tu parles. En revanche, si on travaille dans le non supervisé, c'est-à-dire que c'est des algorithmes qui ingèrent de la donnée sans label, alors là, il n'y a pas de limite et plus tu as de données, mieux c'est. Et c'est un petit peu pour ça, justement, que depuis quelques années, les algorithmes qu'on vend en poupe sont des algorithmes dits non supervisés qui vont ingérer des données, soit non labellisées, soit semi-labellisées, j'ai envie de dire, et qui permettent de construire, d'entraîner des modèles sans aucune labellisation. Donc, par exemple, GPT-3, on en parlait, c'est des algorithmes qui sont, ou DALL-E, par exemple, c'est des algorithmes qui sont créés à partir de datasets où on a des images et des textes associés à ces images, mais ça vient avec le dataset. On capture l'ensemble sur Internet. Et donc, on n'a aucun effort de labellisation à faire. Et donc, là, encore une fois, plus on a de données, mieux c'est. Ouais. Ce qui est marrant, tu disais tout à l'heure que c'est un problème assez nouveau d'avoir ces contraintes de temporalité, qu'avant, il y avait une question aussi de volume de données qu'il fallait réussir à agréger. Est-ce qu'au final, cette nouvelle concept, parce que ce que tu décrivais aussi, c'est qu'avant, ce qu'on appelait du large-scale machine learning, c'était en fonction du volume de données que tu traitais. Que maintenant, on parle de cette notion de temps de traitement. Est-ce que c'est pas justement une question d'évolution, de maturation, même quasiment du monde du machine learning, où en fait, maintenant, le sujet des datasets, c'est géré. C'est-à-dire que maintenant, on a des datasets qui sont volumineux, qu'on sait ingérer, quelle que soit leur taille et leur labellisation ou pas. Que maintenant, la problématique, c'est le temps. Et que du coup, une fois qu'on aura taclé ça, demain, il y aura peut-être un autre sujet, je ne sais pas, sur l'impact sur les écosystèmes, peut-être, je ne sais pas, la qualité des choses. Enfin, tu vois, est-ce que c'est juste un step avant les autres? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec cette vision-là. Et en fait, les étapes suivantes, on les voit déjà arriver. En fait, il y en a une première qui est l'impact sur la planète, en fait, de l'entraînement des modèles. Alors, les géants de la tech communiquent assez peu dessus, mais ça commence à avoir une empreinte non négligeable. Alors, ils vous diront que Yann Lequin en parlait récemment. Il disait que ça représente une fraction seulement de la consommation d'électricité de leur data center. Ça reste la fraction d'un chiffre très très gros. Et par ailleurs, il y a une autre vague ou question qui est en train de se poser, c'est ce qu'on appelle le data-centric AI, c'est-à-dire d'inverser complètement la logique et de se dire, plutôt que de construire un modèle qui est adapté à un dataset, est-ce qu'on ne peut pas plutôt construire un dataset qui est adapté à un modèle? C'est-à-dire, maintenant que j'ai construit un modèle que je comprends ses forces et ses faiblesses, peut-être que je peux construire un dataset qui va en tirer le meilleur parti. Et construire ce dataset, ça veut dire, par exemple, avoir un bon équilibre entre les classes, par exemple pour de la classification. Ça veut dire avoir exploré tout l'espace de ce vers quoi, dans quel environnement l'algorithme opérera, etc. Okay. Donc notamment, c'est toute une école qui s'appelle le Data-Centric AI et que Andrew Ng est en train de développer. Et je pense que ça a beaucoup d'avenir et ça ne m'étonnerait pas que ce soit un petit peu la vague suivante. Maintenant, entre guillemets, la notion de limite du temps et de calcul, ça, je pense que c'est un problème d'ingénierie du machine learning qui sera toujours là. Ok. Et est-ce que tu pourrais essayer de nous expliquer pourquoi est-ce que tu nous disais tout à l'heure que la partie inférence, au final, c'est quelque chose d'assez linéaire. Il suffit de jeter un peu plus de serveurs dans le pool et ça va plus vite et c'est réglé. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir la même méthode sur cette partie d'entraînement de modèle? Est-ce que tu vois, si je mets plus de machines, au final, je peux traiter plus de données plus vite? Alors bien sûr, on peut. Sauf que c'est la différence entre l'entraînement et l'inférence, c'est que comme je le disais, l'inférence, c'est une passe et on a le résultat. L'entraînement, c'est un processus beaucoup plus itératif. Et d'ailleurs, un des algorithmes qui a provoqué le développement du deep learning, c'est un algorithme qui s'appelle backprop, la backpropagation, qui est un algorithme itératif où on a des données d'entrée, elles passent dans le réseau de neurones, on regarde la sortie, on la compare à la bonne sortie qui devrait être sortie par l'algorithme, et on fait ce qu'on appelle une backward pass, donc on va revenir en arrière, et on fait ça plein de fois, en fait. Donc on fait des allers et retours sans cesse. Alors même si on le fait sur des calculateurs optimisés, ça prend beaucoup de temps, et surtout, plus on le fait, plus on va entraîner le modèle, et jusqu'à un certain point, meilleur sera le modèle.
Après, si on continue de le faire et qu'on le fait trop, là, on tombe dans ce qu'on peut appeler l'overfitting. Donc ça, c'est pas bon, a priori. Mais pendant très, très, très longtemps, il y a tout un régime où plus on le fait, plus, finalement, plus on améliore le modèle. Et c'est ça qui fait que, effectivement, on peut jeter, entre guillemets, du matériel dessus, mais ça coûte une fortune. Enfin, typiquement, je crois que GPT-3, on estime que ça coûte plusieurs millions de dollars d'entraîner ce modèle. Juste si on voulait le faire soi-même avec AWS, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai problème et qu'il y a un problème d'accès, entre guillemets, au commun des mortels à ce genre de modèle. Et comment est-ce que, du coup, OpenAI a fait pour entraîner ce modèle sans forcément dépenser des millions, ou est-ce qu'ils ont juste, du coup, dépensé des millions? Je pense qu'ils ont dépensé des millions. Okay. Je pense qu'ils ont accès à des serveurs impressionnants, des serveurs dédiés. On peut, entre guillemets, encore une fois, jeter de l'argent sur le problème, aller voir Google et leur dire « J'aimerais vous louer vos TPU ». Les TPU, c'est des calculateurs construits par Google dédiés au machine learning. Au début, ils l'avaient développé que pour eux. Et après, évidemment, ils en ont fait un business et ils le vendent. Si on a beaucoup d'argent, on peut aller voir Google et leur louer leur TPU. Ouais. J'en profite parce que je comprends très facilement tout ce que tu m'expliques. Je trouve qu'il y a une très bonne pédagogie dans ce que tu expliques, donc j'en profite. Moi, il y a un point qui est encore assez obscur sur ces réseaux de neurones. C'est si je prends GPT-3 avec ses 175 milliards de paramètres et du coup je ne sais pas combien de neurones dans ce maillage, j'imagine que chaque neurone, c'est pas une fonction qui a été codée à la main par un développeur. Comment est-ce qu'on fait en fait pour définir justement ce que chaque neurone va checker sur l'information? Comment est-ce que c'est vraiment un truc qui est en dehors de la main des ingénieurs? Alors, c'est une très bonne question. La réponse, c'est elle n'est pas entre la main des ingénieurs. Au contraire, elle est à leur main et il y a toute une ingénierie qui s'est développée autour de ça. A priori, un neurone, au départ, enfin un neurone artificiel, c'est vraiment juste une fonction qui peut avoir un nombre arbitraire de paramètres. Ça peut être, si c'est une fonction linéaire, ce sera 2 paramètres et puis ça peut être plus que ça. On arrive aujourd'hui à construire des réseaux très compliqués avec des fonctions assez simples. Donc, l'ingénierie de cette fonction-là, elle est importante parce qu'on peut choisir dans toute une gamme de fonctions, mais ça reste des fonctions assez simples. L'intérêt des réseaux de neurones, c'est de construire des réseaux avec énormément de neurones, chacun ayant une fonction assez simple. Donc, la première chose que l'ingénieur peut faire, c'est choisir cette fonction-là. Un exemple d'une fonction assez classique, c'est ce qu'on appelle ReLU, ça veut dire Rectified Linear Unit. Donc, c'est une fonction qui vaut 0 pour toute entrée négative et qui devient linéaire pour une entrée positive. Il y a pas mal de recherches qui montrent que c'est une très très bonne fonction comme fonction de transfert pour un neurone. Il y en a peut-être d'autres qui sont meilleures. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si on construit un réseau de neurones à partir de juste ce choix simple et qu'on a des milliards de neurones, ça fait des dizaines de milliards de paramètres à optimiser. Et effectivement, c'est là que la backpropagation rentre en jeu et vient aider à faire ce travail d'optimisation, sachant que la recherche, on va dire, random search ou grid search n'est clairement pas une option, on est dans des dimensions considérables. Et donc, la backpropagation permet, en partant d'une initialisation, qu'elle soit aléatoire ou autre, de fine-tuner, de régler ces paramètres-là. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est la backpropagation. Et la troisième chose, là, on rentre dans un aspect qui est très intéressant, c'est l'architecture des réseaux de neurones. En fait, depuis 10-20 ans, on se rend compte que les réseaux de neurones, ils peuvent avoir une architecture particulière. Si on décide de connecter chaque neurone de chaque couche à chaque neurone de la couche suivante, ça s'appelle un multilayer perceptron. En fait, c'est un peu brute force. C'est que toute sortie d'un réseau, d'un neurone, va connecter à une autre. Ça coûte assez cher, on va dire, en puissance de calcul, parce que je pense que tu peux l'imaginer, ça veut dire que tu as besoin de faire toutes les connexions possibles pour avancer. Les réseaux de neurones à convolution, qui ont été inventés il y a maintenant 10 ans, 20 ans peut-être, je ne veux pas dire de bêtises, mais la révolution majeure, ça a été de dire, par exemple, on va interdire les réseaux, les neurones à se connecter à tous les autres neurones. On va les forcer à se connecter juste à leurs voisins. Donc ça s'applique très bien au traitement d'image, par exemple, parce que si je prends une image et que j'ai envie de la traiter, c'est logique de se dire, le traitement que je vais appliquer à un pixel, il va juste utiliser les entrées des pixels voisins. Si je veux reconnaître une voiture, par exemple, je vais reconnaître des pneus, je vais reconnaître les phares, je vais peut-être reconnaître la structure globale, mais je ne vais pas avoir besoin de regarder les nuages qui sont dans le ciel. Et donc, quand on fait ça, on fait un choix d'architecture qui rend le modèle beaucoup plus efficace. Parce que du coup, on a beaucoup plus de contraintes sur les paramètres et moins de paramètres optimisés. Bon, c'était une réponse très longue, j'espère que ça va. Non, mais très, très, très intéressant. Et puis au final, assez courte par rapport à la complexité du sujet. C'est-à-dire que je pense qu'on aurait pu faire 2 heures voilà, exactement. dessus.
Non, je trouve ça assez fou. Alors du coup, moi j'ai aussi une perception, peut-être qu'encore une fois que je suis complètement novice sur le sujet, mais j'ai une perception comme quoi la différence entre, on va dire, le machine learning et le deep learning, pour schématiser, ce serait que le machine learning, en fait, c'est une couche de neurones. Et là où du coup, pardon, l'image que j'avais, c'était que le deep learning, en fait, c'est comme plusieurs algorithmes de machine learning connectés ensemble. Et que du coup, tu as une espèce de cascade de machine learning, là où du coup, le machine learning est une version un peu plus unitaire du deep learning. Alors, je le présenterai peut-être de manière un petit peu différente. Le machine learning, c'est plutôt une classe très variée d'algorithmes dont les gens n'entendent pas parler parce qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de succès, on va dire, dans le grand public, mais qui ont beaucoup de succès dans l'industrie. Par exemple, ce qu'on appelle les SVM, les machines à vecteurs de support. Bon, là, c'est du jargon, mais ou les arbres. C'est des algorithmes de machine learning. C'est pas du tout des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est vraiment une catégorie de modèles qui a énormément de succès. Donc aujourd'hui, la plupart ou beaucoup de chercheurs utilisent ça. Mais il y a toute une classe d'algorithmes de machine learning qui n'est pas du tout du réseau de neurones. Et cette classe-là, elle est un petit peu passée au second rang, on va dire, de l'attention du public ou même de l'industrie parfois. Parce que maintenant, quand on dit machine learning, on entend réseau de neurones. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a des réseaux de neurones et il y a plein d'autres algorithmes. Et il y a plein de chercheurs qui travaillent sur ces algorithmes-là et qui potentiellement sont peut-être en train de travailler sur l'avenir. Les réseaux de neurones, quand Hinton et Benjo et Lequin travaillaient dessus il y a 20 ans, c'était pas du tout des méthodes d'avenir. Ils ont eu une traversée du désert de 20 ans avant que ça décolle vraiment. Donc, par exemple, si on parle d'algorithmes génétiques, c'est pas des réseaux de neurones, en tout cas pas à l'origine, et ça fait partie du machine learning. Et donc, les réseaux de neurones sont toute une classe, et le deep learning, c'est à l'intérieur des réseaux de neurones. Là, je te rejoins. L'idée de dire, là, on va mettre beaucoup de couches les unes après les autres. Et en fait, le deep du deep learning, il vient de la profondeur de ces réseaux de neurones. Ok. Voilà. Et du coup, ces problématiques qu'on a évoquées tout à l'heure sur le large scale machine learning, est-ce que ça s'applique aussi du coup au deep learning ou c'est uniquement du coup des problématiques sur l'autre scope? Ça s'applique surtout au deep learning en fait. Okay. Donc c'est un problème qui concerne tous les algorithmes. D'accord. Et alors du coup, est-ce que c'est pas au final un problème de riche? C'est-à-dire que déjà, parce que c'est-à-dire qu'il faut quand même un environnement technique suffisamment important, et ça veut dire que tu as des datasets qui sont suffisamment importants, et tu as une contrainte, j'imagine, temporelle qui t'est imposée par des investisseurs ou des clients. Et au final, est-ce que ça correspond que à 5 personnes, enfin 5 boîtes dans le monde, sans vouloir les citer, ou est-ce que c'est quelque chose de quand même qui, entre guillemets, est aussi un problème plus large? Alors, oui, c'est une très bonne question et je pense qu'il y a encore quelques années, c'était beaucoup le cas et c'est encore le cas aujourd'hui. On disait tout à l'heure, entraîner un modèle comme GPT-3, ça coûte des millions. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont des millions à dépenser pour entraîner un modèle. Pendant longtemps, il y a eu cette espèce de séparation entre, d'une part, les big tech, on va dire, qui avaient ces budgets-là, ces puissances de calcul, les données pour entraîner ces énormes modèles, et le reste du monde qui vivait, on va dire, un petit peu dans l'obscurité ou en tout cas dans la pauvreté du machine learning. Et ça a changé récemment. Il y a une sorte de bascule qui est en train de se faire à partir du moment où ces grands de la big tech mettent leur modèle à disposition. GPT-3, par exemple, c'est un modèle qu'on peut utiliser aujourd'hui. On va le télécharger et on peut jouer avec. Et on peut faire plus que jouer avec. On peut faire ce qu'on appelle du fine-tuning, c'est-à-dire qu'on va prendre ce modèle tel qu'il a été optimisé, par exemple par Google ou OpenAI. On va prendre son propre dataset et maintenant, on va venir régler, juste jouer un tout petit peu avec les paramètres pour que ça se comporte bien sur son problème à soi. Et ça permet à, pour le coup, vraiment n'importe qui, même sur son portable, de télécharger le modèle et de l'affiner à son propre problème. Et une des grandes découvertes qu'on a fait avec le deep learning récemment, c'est que le fine-tuning est très puissant, permet de faire beaucoup de choses à partir du moment où on reste un petit peu dans la lignée, on va dire, du deep learning, en fait, de ce à quoi ce pourquoi c'est fait. Et puis après, il y a une sorte on va dire, de chute catastrophique aujourd'hui, on va dire, où un modèle de deep learning ne permet pas du tout de résoudre certains problèmes et le fine-tuning ne sert à rien. Là, on commence à rentrer un petit peu dans les limitations du deep learning. C'est un truc dont on peut parler maintenant ou plus tard. Mais pour revenir sur ta question initiale, du coup, maintenant, on est beaucoup plus dans une... C'est pas parfait, hein, c'est pas non plus, je vais dire, juste des arcs-en-ciel et des roses, comme on dit en anglais, mais il y a une symbiose qui est en train de se faire entre les grandes de la tech qui donnent leur modèle et des entreprises plus petites qui s'en servent. Il y a aussi des entreprises comme Hugging Face, par exemple, en France, qui sont en train de se développer et qui sont capables de construire des modèles comme ça. Il y a une communauté aussi qui est en train de se créer
autour d'eux. Bah, après tout, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable, nous, de construire des datasets monstrueux, puisqu'on est sur Internet et qu'on peut aller, on peut scraper tout le web. Donc, on peut construire des datasets avec des milliards d'images, nous aussi. Donc, c'est en train d'évoluer vers quelque chose de nettement plus intéressant. C'est pas encore parfait, mais c'est nettement mieux qu'il y a quelques années. Ouais. Je trouve ça assez. Donc, ce que tu nous dis, c'est que ces modèles, on peut les customiser en fonction de nos besoins, mais dans une certaine limite. Et du coup, bah, effectivement, moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi cette limite? À quel point je peux customiser un GPT-3 et à quel moment ça coince? En fait, le deep learning est une méthode qui est extrêmement puissante pour finalement représenter les données d'entrée et faire ce qu'on appelle de l'interpolation. C'est-à-dire, si j'ai entraîné un modèle à reconnaître des chats, des chiens, des avions, je peux utiliser ce modèle même pour reconnaître d'autres objets. Ça reste une tâche de reconnaissance d'image. On peut même s'en servir pour dire, bah, dans toutes mes photos de vacances, je clique sur un objet, je clique sur une personne et je vais la retrouver dans toutes les autres photos. Donc, ça, c'est très intéressant. On voit que ça permet d'élargir le champ. Mais c'est des algorithmes qui ne résolvent que, on va dire, le premier niveau de la perception et qui ne résolvent pas le problème de la réflexion plus haut niveau, de la représentation du monde. Donc, je vais te donner un exemple assez simple. Les modèles de langage qu'on a construits, qui sont construits récemment, ils sont vraiment impressionnants parce qu'on a l'impression qu'on peut dialoguer avec eux. Il y a des démonstrations où tu tapes un texte, tu tapes une question, et puis il y a une réponse. Et tu as l'impression que la machine est vraiment extrêmement intelligente. Mais en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a parfaitement appris le corpus de tests gigantesque que tu lui as donné à manger. Et en fait, elle a, dans son corpus, un dialogue qui ressemble un petit peu à ça. Tu t'en rends pas compte, toi, en tant qu'utilisateur, et tu te dis, cette machine est vraiment incroyablement intelligente. Mais en fait, elle est pas intelligente du tout, dans le sens où elle a pas du tout construit un modèle mental du monde, en fait. Par exemple, si tu lui dis, quel temps a-t-il fait demain? Cette phrase n'a aucun sens, mais la machine, elle sera très contente de te donner une réponse. De la même manière, si tu lui poses des questions qui font appel à la logique, elle aura beaucoup de mal. Par exemple, si tu lui dis, je mets 5 roues crantées les unes à côté des autres, elles s'emboîtent, puis je tourne celle du milieu vers la droite, qu'est-ce qui se passe avec la 7e? Dans quel sens elle tourne? Toi, en tant qu'humain, tu réfléchis un petit peu et tu te dis, bon, ok, elle tourne vers la gauche ou vers la droite, mais l'algo deep learning n'y arrivera pas du tout à ça. Et c'est ça que j'appelle l'échec catastrophique. Enfin, c'est quelque chose qui surprend, en fait, les néophytes parce qu'ils se disent, mais je comprends pas, je pensais que la machine était intelligente, en fait. Et en fait, c'est parce que le deep learning ne permet pas de faire de l'extrapolation, ou en tout cas pas très loin du domaine où ça a démarré. Voilà. On reste sur l'aspect de la catégorisation en fait, de manière générale, mais c'est reste reconnaître un objet ou retrouver la trace de quelque chose dans un dataset plus ou moins important. Voilà, on peut le dire comme ça. C'est vraiment représenter de façon très compacte un dataset absolument gigantesque. Et alors du coup, si GPT-3 par exemple est à dispo aujourd'hui et qu'on peut le customiser, pourquoi il y a des gens qui continuent à entraîner des modèles de machine learning? Parce que du coup, de ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que le machine learning, c'est quasiment tout le temps pareil, c'est de la catégorisation. Ça peut pas adresser d'autres problèmes en dehors de ces problèmes de perception. On a un modèle GPT-3 qui fonctionne très bien, qui a quand même fait ses preuves. Pourquoi est-ce que tout le monde ne l'utilise pas? Pourquoi ils ont pas plié le game comme on dit? Alors c'est une très bonne question. D'abord parce qu'on est une sorte de loi de Moore en fait, de course à la puissance où on se rend compte que plus on rajoute des paramètres, meilleur l'algorithme est. Et c'était pas évident ça au départ. On pouvait se dire on va peut-être atteindre un plateau. On se donne un problème donné par exemple. Donc ce qui évolue avec les algorithmes, c'est évidemment la complexité de la tâche à résoudre. Donc la classification par exemple, ImageNet il y a 10 ans, c'était un premier dataset où il fallait reconnaître des objets. Ce dataset, il a grandi, et puis aujourd'hui, on l'a complexifié la tâche, par exemple en rajoutant ce qu'on appelle des modèles, des images adversaires dans la base de données, où par exemple, c'est quelque chose qui ressemble à une banane, mais qui n'est pas une banane. Et on veut que l'algorithme soit assez intelligent pour le reconnaître. Donc, on complexifie la tâche, et donc, il y a une course permanente à essayer de résoudre ce problème-là. Il y a GPT-4, là, qui est en train de sortir, et je crois qu'il a à peu près 1000 fois plus de paramètres, donc on parle de 100 000 milliards de paramètres. Et donc là, on est juste en train de passer à 3 échelles de grandeur supplémentaires avec des calculateurs dédiés. C'est un petit peu de la folie. Mais derrière, il y a la question de qu'est-ce qui se passe quand on essaie vraiment d'aller le plus loin possible. C'est une question scientifique quand même qui est très intéressante. Voilà, enfin, je sais pas si ça répond à la question. Oui, mais c'est fascinant. Mais du coup, tous ces moyens, donc là, on est clairement sur du large-scale machine learning. Tous ces moyens sont mis uniquement sur l'entraînement. Et du coup, une fois que l'entraînement a été terminé, tout le reste, au final, ça tourne avec... j'ai grossi le trait, mais du coup, on passe de 300 000 machines à 3 serveurs AWS, grosso modo. Alors, honnêtement, oui.
Et après, encore une fois, l'inférence, comme je le disais tout à l'heure, reste un problème d'ingénierie. À Criteo, par exemple, on devait faire de l'inférence sur les problèmes d'arbitrage ou de recommandation à très, très grande échelle, très vite, avec des coûts optimisés. Et donc là, il y a des équipes entières qui travaillent là-dessus. Et c'est super intéressant. Mais c'est un problème qui est très différent. Ouais. Je veux juste revenir sur la question précédente, parce qu'il y a un autre élément qui est important, c'est que la communauté se rend compte que quelque chose qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que si on avait plus de puissance de calcul, on pouvait découvrir de nouveaux algorithmes aussi. Donc, je parlais tout à l'heure de convolution. On s'est rendu compte, par exemple, que si on avait encore plus de puissance de calcul, et sur un même dataset, le transformer, qui est un nouveau type de modèle, fait mieux que la convolution, qui a été pendant très longtemps le meilleur algorithme. Et ça, c'est très important, parce que ce transformer, par exemple, ça devient une nouvelle architecture, un nouveau modèle qu'on peut utiliser pour faire de nouvelles choses. Et GPT-3, par exemple, il est né de là. Donc, en fait, plus de puissance de calcul et plus de données, ça ne permet pas juste de faire des algorithmes qui sont même plus performants, ça permet de faire des nouveaux algorithmes, en fait. Donc, ça revient un petit peu à remplir la table de Mendeleïev avec des nouveaux éléments. Et quand Mendeleïev disait, là, je laisse des cases vides, parce que je pense qu'il y aura des éléments, c'était brillant, c'était génial. Il y a un petit peu cette notion-là aussi dans le machine learning de se dire, on va laisser des cases vides là, parce qu'on n'a pas encore de dataset ou de tâches suffisamment compliquées. Et par exemple, juste pour conclure là-dessus, il y a un chercheur de Google qui est très connu, qui s'appelle François Chollet, qui est arrivé il y a quelques années en disant, moi, je vais proposer une tâche qui paraît très simple et qui est très dure pour le deep learning. Il a appelé ça le Arc Challenge. Et c'est un challenge qui est sur Kaggle, d'ailleurs, on peut y jouer, où la tâche consiste à regarder quelques images et devoir prédire l'image suivante. C'est des images qui ressemblent un peu à un Tetris. Alors, par exemple, on voit des objets, quand on regarde la séquence d'images, qui se déplacent vers la droite. Donc, nous, en tant qu'humains, c'est évident. On se dit, OK, je sais la prédire. Mais le deep learning ne sait pas du tout faire ça. Et donc, François Chollet, il a proposé ça justement pour bousculer la communauté et dire, regardez, le deep learning ne sait pas faire ça. Quels sont les algorithmes qui arrivent à résoudre ce problème-là? Et c'est peut-être pas du tout du deep learning. Lui, par exemple, il pense que c'est la génération de programmes, discrete search synthesis, c'est ce genre de choses. Je pense que c'est super intéressant parce que c'est peut-être de là que peut naître la nouvelle génération d'algorithmes qui, comme je le disais tout à l'heure, est capable de raisonner par rapport à une tâche avec très peu de données. Ce que je trouve captivant dans ces sujets-là, en fait, c'est que si ça se trouve, quand on va trouver cette nouvelle approche dans l'intelligence artificielle, parce qu'au final, tout ça, c'est des sujets d'IA au sens large, même si c'est vrai qu'on pourrait dire que le machine learning est devenu tellement accepté par les gens qu'ils ont tendance à le sortir de l'IA et à considérer... Enfin bref, ça c'est un autre débat, mais quand on aura trouvé ces nouveaux concepts, ces nouvelles approches dans le monde de l'IA pour dépasser uniquement les problèmes de perception, dans un certain sens, on va revenir au niveau zéro de l'IA, c'est-à-dire qu'on va revenir à des IA en fait qui ne comprennent rien, avec des gens du coup qui se plaignent que ça marche pas, patati patata. Donc il y a une espèce de progression en dents de scie, ouais. Ouais, en dents de scie, ouais. Et c'est là qu'il y a un petit peu des avis différents dans la communauté, parce qu'il y en a qui pensent que le deep learning peut être la réponse à tout ça, ou en tout cas des évolutions du deep learning. C'est notamment le cas de Yann Lequin à Facebook, qui a écrit un papier très récemment, qui est, je trouve, très intéressant et qui fait des postulats et des propositions. Il consiste pas juste à dire on rajoute plus de paramètres et ça va marcher, ça c'est ce qu'on appelle le scaling et lui-même il croit pas, mais des évolutions du deep learning peuvent ou en tout cas de l'apprentissage non supervisé, là où d'autres disent non mais c'est une branche qui a vocation à s'arrêter quelque part et il faut essayer quelque chose de complètement différent. Et donc l'avenir le dira, on ne sait pas encore, mais comme il y a de la recherche dans tous ces domaines-là, on peut espérer que il y aura une nouvelle singularité, on va dire un nouveau deep learning qui va peut-être apparaître à un moment donné. Est-ce qu'au final, ces personnes qui sont sûrement des gens brillants, c'est pas ça que je remets en doute, mais qui voient le machine learning ou le deep learning comme étant quelque chose qui arrivera à terme à comprendre et à mieux analyser, mais du coup, donc vraiment à comprendre la situation et à pouvoir en déduire quelque chose. J'arrive pas à trouver le mot, mais tu vois, je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est pas au final des gens qui ont une perception d'un univers déterministe. C'est-à-dire qu'en fait, si tu connais la position de tous les atomes dans l'univers à un instant T et leur direction, en fait, mathématiquement, tu peux en déduire avec suffisamment de puissance de calcul sa position à l'état à une seconde plus tard, et ainsi de suite. Et donc, en fait, tu peux réussir à trouver, déterminer l'avenir en entier, parce que c'est ça, ce côté un petit peu déterministe. Est-ce qu'au final, ce serait ça un peu l'idée, c'est de se dire, si je connais le passé, je peux du coup en déduire l'avenir?
Absolument. Et alors, je suis pas physicien, mais suivre cette logique-là consisterait à passer complètement à côté de la physique quantique, a priori, par exemple. Absolument. C'est pour ça que il y a une vraie richesse, peut-être pas suffisante, mais en tout cas une vraie richesse dans la communauté qui se pose ces questions-là. Et François Chollet, c'est justement quelqu'un qui vient du deep learning, qui a écrit un livre très connu sur le sujet et qui se dit, OK, mais est-ce que je suis pas biaisé? Est-ce que je suis pas en train de m'enfermer dans le deep learning? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à aller chercher? Lui-même, ne sachant pas trop, commence par créer la tâche, le problème. Et je pense que c'est une très bonne approche parce que l'origine du deep learning, elle vient aussi de ImageNet, ce dataset qu'on avait créé il y a 15 ans, où on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Je reviens sur un point aussi que tu as évoqué tout à l'heure. Tu parles de cette customisation de GPT-3 et donc qu'on peut améliorer des modèles. Est-ce que du coup, on peut pas aussi utiliser des modèles existants ou des datasets qui ont déjà été utilisés ou machin, enfin, comment dire, processés pour entraîner plus rapidement des nouveaux modèles qu'on serait amené à construire. Tu vois, est-ce qu'on peut faire une espèce de transfert de compétences d'un modèle à un autre? Oui, absolument. Et en fait, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. En fait, quand on entraîne un nouveau modèle, si son architecture existe déjà ou ressemble à une existante, on va initier ses poids, c'est ce qu'on appelle l'initialisation, en général à partir d'un modèle existant qui a coûté très très cher à entraîner, et faire du fine-tuning. C'est ce que la plupart d'ailleurs des acteurs font dans l'industrie. Entraîner ce qu'on appelle from scratch, c'est-à-dire de zéro, ça coûte énormément et le bénéfice n'est pas toujours là. Il est là, encore une fois, quand on s'attaque à un tout nouveau problème, ou alors qu'on veut faire de la science aussi, se dire qu'est-ce qui se passe si j'ai des nouvelles méthodes d'initialisation, aléatoires, pas aléatoires, etc. Ouais. Du coup, si je fais un parallèle avec l'humanité, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça veut dire qu'on peut un modèle de machine learning peut apprendre à un autre à percevoir le monde et du coup à en faire des analyses qui vont avec. Et tu sais ce qu'on dit, it takes a village to raise a child. Est-ce que ça veut dire que, alors est-ce que c'est le cas déjà aujourd'hui ou est-ce qu'on travaille dessus, faire en sorte qu'on puisse entraîner un modèle avec plusieurs modèles, en fait, tu vois, qu'il y a une espèce de transfert de plusieurs modèles. Et donc, cette fameuse notion de it takes a village, donc tu vois, d'avoir un village entier, parce qu'effectivement, on a été élevé par nos parents, nos professeurs, nos amis, nos cousins, nos frères, nos sœurs, enfin, t'as un ensemble de gens qui t'influent dans ton éducation au quotidien. Est-ce qu'au final, avec le machine learning, on pourrait pas faire la même chose avec des modèles du coup entraînés par plusieurs modèles? Absolument, si, on peut faire ça et c'est un nom, ça s'appelle les méthodes d'ensemble. Donc, c'est la notion qui consiste à prendre un certain nombre d'algorithmes, à les mettre ensemble, à les fusionner. Et en général, quand on fait ça, c'est bénéfique parce qu'on arrive à tirer un meilleur parti que de chaque algorithme individuellement. Donc, c'est une forme d'ingénierie du machine learning. Mais je dirais que c'est pas forcément révolutionnaire. C'est pas ça qui va résoudre les problèmes dont je parlais tout à l'heure, les problèmes fondamentaux du deep learning, mais ça peut améliorer la performance. Ouais, parce qu'en fait, on reste toujours, quoi qu'il arrive, sur une résolution statistique, enfin une réponse statistique à un problème de volume d'information, c'est ça? Voilà. Ok. Il y a du coup aussi un sujet, je vois que l'heure passe, donc on va essayer quand même d'évoquer un ensemble de choses. Sur ce progrès des IA, il y a des sujets qui peuvent se poser. Tu as parlé que peut-être finalement un des prochains chapitres, ce serait la partie impact environnemental. De manière plus globale, il y a des sujets de régulation autour de ces sujets de machine learning, que ce soit sur le volume des datasets qui sont traités, le nombre de données personnelles qu'elles peuvent gérer, comment dire, effectivement l'impact écologique que ça peut avoir sur les écosystèmes. Mais si on pousse le curseur très loin jusqu'à la science-fiction, il y a aussi ces problématiques de se dire à quel moment il y a quelque chose de conscientisé qui peut émerger dans ces systèmes qu'on appelle quand même une intelligence artificielle. Alors, beaucoup de questions, je vais essayer de les prendre une par une. La première question sur l'impact sur le climat, il est clair, on le connaît, on peut le mesurer, on sait combien ça coûte en énergie d'entraîner un modèle. Un des grands espaces de recherche aujourd'hui, c'est justement comment être beaucoup plus efficace. Et les grands acteurs de la tech sont très conscients de ça et aujourd'hui, on voit cette course à l'échelle, il y a beaucoup plus de paramètres, mais on voit aussi une course à l'efficacité et à être capable. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'on est capable d'entraîner un modèle 1000 fois plus grand, mais ça veut aussi dire qu'on est capable d'entraîner le modèle d'hier 1000 fois plus vite ou beaucoup plus efficacement. Et donc, clairement, ce qui attire les projecteurs, c'est le nouveau modèle.
mais les anciens modèles sont beaucoup plus efficaces à entraîner. Parce que cette progression, elle est effectivement linéaire. C'est-à-dire que si à peu de choses près, j'imagine que c'est pas vraiment exact, mais du coup, si on fait 1000 fois plus vite un modèle, c'est qu'on peut faire des modèles aussi 1000 fois plus puissants au-dessus. Enfin, tu vois, c'est vraiment une progression linéaire comme ça. Pour l'instant, oui. En fait, on est dans une sorte de loi de Moore et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, mais pour l'instant, c'est comme ça que ça marche, effectivement. Mais ça reste quand même très cher, en fait, d'entraîner ces modèles. Et il y a aussi, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, toute une partie de la recherche qui se dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces données pour entraîner un modèle qui résout cette tâche-là? Et c'est la notion de data-centric AI, où on se dit, en fait, peut-être qu'avec littéralement 10 fois moins de données ou 100 fois moins de données, on arrive à atteindre à peu près la même performance. Et ça, c'est toute une branche de la recherche et c'est très intéressant. Je pense que, clairement, vu l'expansion du machine learning et du deep learning dans le monde et dans l'industrie, c'est une vraie question de pouvoir entraîner des modèles de façon efficace en termes énergétiques. Alors, je passe à la question suivante qui était sur la régulation. Et après, on parlera de la science-fiction. Mais sur la régulation, il y a plusieurs questions qui se posent en fait avec ce qui est en train de se passer. Je pense que les gens qui suivent un petit peu les nouvelles sur Twitter ou sur les réseaux sociaux voient passer par exemple des modèles qui sont capables de générer des deepfakes incroyables. Et en quelques années, on est passé de deepfakes qui n'étaient pas franchement géniaux à des deepfakes qui sont aujourd'hui vraiment perturbants. Mais même des deepfakes vidéo où je suis capable de prendre une photo aujourd'hui de toi, là, je te prends en photo et je te génère, toi, en vidéo, parfait, en train de dire quelque chose que tu n'as jamais dit. Avec une voix aussi qui est très bien synthétisée, avec une voix gestuelle qui passe bien, enfin, c'est impressionnant. Exactement. Et j'ai envie de dire, malheureusement, à plus forte raison, en utilisant des modèles qui ont été mis à disposition par les big tech et qui peuvent être utilisés par à peu près n'importe qui. Donc ça pose pas mal de problèmes éthiques. Le premier problème de régulation, le premier problème, c'est que on ne sait plus faire la part du vrai et du faux. On ne sait pas. Si je regarde une vidéo aujourd'hui sur Internet de toi en train de parler, je ne sais pas forcément si elle est vraie ou pas. Donc ça pose un vrai problème de société. Il y a des méthodes pour faire de ce qu'on appelle de l'adversarial, c'est-à-dire essayer de détecter un deepfake généré, mais on est dans une course permanente et ça reste un problème. Donc cette notion de vrai et de faux est vraiment fondamentalement importante. Il y a une deuxième notion qui est qu'est-ce qui est bien ou mal. Par exemple, est-ce que ce modèle qui me permet de générer n'importe quelle image, des images qui peuvent être blessantes, troublantes, est-ce que c'est acceptable pour la société en fait? Est-ce que c'est bien ou mal? Et qui décide de ça? Parce qu'au début, par exemple, les big tech, OpenAI, publiaient leurs articles en disant on ne va pas publier le modèle. Le modèle, on le garde parce qu'on considère qu'il peut faire trop de mal. Et puis on le mettra à disposition plus tard en ayant fait des adaptations qui permettent de s'assurer qu'il ne peut pas faire de mal. Très bien, c'est très louable, mais pourquoi est-ce qu'OpenAI aurait toutes les prérogatives pour décider de ça? Oui, ça, c'est qui peut décider de ce qui est bien à diffuser ou pas et à quel moment tu le rends bien ou mal. Enfin, c'est vrai que c'est un débat compliqué. Ouais. Et enfin, il y a le troisième point qui est beaucoup plus pragmatique, mais les biais qu'emportent ces modèles. En général, ils emportent les biais qui sont dans les datasets. Donc, est-ce qu'ils se comportent bien, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à tous les sexes, tous les genres, tous les âges, toutes les géographies? Probablement pas. Donc, toutes ces questions-là, en fait, sont des questions éthiques, mais fondamentales pour les régulateurs. Et puis après, il y a la partie science-fiction, mais je ne sais pas si tu avais des questions sur la partie régulation. Oui, sur la partie régulation. Après, c'est des questions, mais plus des sujets sur lesquels j'ai envie de rebondir, parce que c'est vrai que dans ce que tu évoques, il y a ce sujet intéressant, c'est-à-dire que si tu crées un outil, est-ce que effectivement c'est l'outil qui est dangereux ou son utilisation quand elle est mauvaise? Et effectivement, quand un big tech crée un outil et qui dit l'humanité est pas prête, mais du coup je le garde pour moi, c'est d'après ces critères qu'il en fait quelque chose de bien, mais pour d'autres, l'utilisation en sera mauvaise. Et du coup, moi j'aimerais aussi creuser ce sujet où tu dis, je sais plus comment tu as tourné ça, mais à un moment tu as évoqué, en tout cas dans ce que j'ai compris, il y a une nécessité de faire évoluer ces modèles. Elle vient d'où cette nécessité? C'est quoi? C'est juste une course à l'abondance comme on en a depuis des années dans ce système capitaliste, ou est-ce qu'il y a autre chose qui nécessite aujourd'hui cette course en avant sur des nouveaux modèles de plus en plus performants, de plus en plus puissants? Alors, il y a un premier aspect qui est vraiment purement pragmatique, qui est un aspect de marketing et de recrutement, je vais dire, et que si on est l'entreprise qui a le meilleur modèle, c'est qu'a priori, on a les meilleurs chercheurs, et donc on attirera les meilleurs chercheurs. Et donc, si on est aujourd'hui Amazon, Google, Facebook, Criteo, etc., on a envie de montrer son meilleur algorithme et dire, voilà, on est dans une course un petit peu qui est le plus puissant.
Et ça reste un enjeu quand même majeur pour ces entreprises. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond aussi qui est de se dire, déjà d'un point de vue scientifique, où est-ce que ça s'arrête? C'est ce que je disais tout à l'heure. Si je continue, qu'est-ce que je découvre? C'est un petit peu comme si je disais, si je creuse et que je vais vers le fond de la Terre, alors on a une idée de ce qu'il y a, ça m'intéresserait quand même de savoir, ou au contraire, plutôt une image un peu plus intéressante, c'est si je vais aux confins de l'univers, qu'est-ce que je découvre en fait? Ça, c'est un aspect qui est très important. Et puis, il y a aussi une vraie notion de chercher des nouveaux algorithmes qui permettent quand même d'être plus intelligents, de répondre à la fameuse question des roues dont je parlais tout à l'heure, et de se dire, il y a vraiment peut-être de nouveaux algorithmes à découvrir. Ok. Et alors, cette progression plus ou moins linéaire, en fait, je vais essayer de contextualiser un petit peu ma question. Si on prend la voiture autonome, il y a quelques années, on était persuadé que la voiture autonome, ce serait là ça se compterait en mois, voire à la rigueur en quelques années. On voit quasiment plus d'une décennie après qu'en fait, il n'y a toujours rien qui est là. Une des complexités qu'on a vues, c'est que par exemple, une voiture autonome, aujourd'hui en Californie, ça fonctionne très bien, parce que les routes sont droites, parce que quasiment tout est bétonné, et parce qu'il y a une météo qui est à peu près constante tout au long de l'année. Mais tu prends la même voiture, tu l'amènes au nord de la Suède, où il y a de la neige partout, où c'est pas le même climat, où il fait nuit quasiment tout le temps, et le code de la route n'est pas le même, c'est pas tout le temps bétonné, du coup, en fait, la voiture, elle n'arrive pas à s'adapter à ça. On pourrait se dire qu'au final, il suffit juste d'entraîner ta voiture un peu plus longtemps. Je l'entraîne à plus de contextes, plus de choses, et elle arrivera à gérer en fait tous ces contextes-là. Est-ce qu'en fait, il y a déjà une projection de se dire, oui, mais en fait, le temps d'entraînement, le dataset à avoir pour couvrir toutes ces situations géographiques, météorologiques et compagnie pour une voiture est tellement énorme que le temps d'entraînement nécessaire de la voiture va être supérieur au temps qu'il va nous falloir à créer un nouveau modèle d'intelligence qui sera capable en fait de comprendre le concept de conduire une voiture et le concept de géographie, que du coup, plutôt que de passer du temps à faire ça, on s'arrête pour aller en fait un peu plus bas et remonter plus vite de l'autre côté. Alors, c'est une très bonne question. Les voitures autonomes, c'est un sujet qui me plaît beaucoup parce que j'ai participé à une compétition aux États-Unis de DARPA sur ça il y a très longtemps, bien avant le deep learning, et donc je suis le domaine. Déjà, faut bien dire les choses, les voitures autonomes en Californie, elles roulent pas parfaitement et elles tuent des gens encore. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Et le problème qui consiste à se dire, ça marche en Californie, est-ce qu'on peut le faire ailleurs? C'est presque un problème de second ordre, dans le sens où vraiment, il suffit presque, en tout cas assez largement, de réentraîner avec des nouvelles données pour avoir un comportement similaire. Alors, je dis pas sous la tempête de neige, etc., ça c'est un autre problème, mais avec des climats différents, des météos différentes, je pense que le même algorithme avec d'autres données peut se débrouiller plutôt bien. Le problème de fond pour moi, c'est au contraire que même en Californie, déjà il y a des gens qui meurent dans leur voiture autonome, mais surtout, on ne parle pas des 99% de situations où la voiture va piler au milieu de la route alors qu'il n'y a rien devant, elle a juste halluciné un piéton. Et ça, c'est des comportements qui sont à la fois terrifiants et extrêmement inquiétants. Et en fait, je pense qu'on est très très loin de la voiture autonome. Je pense, les gens du secteur qui travaillent vraiment sur le sujet 10 ans, 20 ans, etc. Et pour une raison qui est assez simple, en fait, c'est assez simple à comprendre, c'est qu'en fait, les voitures autonomes, elles seront acceptées dans le grand public que si elles sont beaucoup moins létales que les humains. Beaucoup moins. Au moins 10 fois moins. Aujourd'hui, un humain, il crée un accident létal tous les 100 millions de kilomètres, à peu près tous les 10 millions de kilomètres. C'est extrêmement rare. Donc ça veut dire qu'une voiture autonome, elle devrait avoir un accident létal tous les milliards de kilomètres. Ça veut dire que le temps que les entreprises qui créent ces voitures-là vont devoir passer à faire les tests, à prouver ça, c'est ça le facteur limitant en fait. Et c'est pas tellement la recherche, elle aussi, elle est limitante, mais c'est la maturité en fait de la sécurité de ces voitures qui, pour l'instant, je pense, bloque un déploiement très grand public. Maintenant, je pense que le déploiement, il ne sera pas comme ça du jour au lendemain en très grand public. En fait, ça va se faire doucement sur le temps, mais c'est ça l'élément principal. Le deuxième élément, juste pour terminer là-dessus, c'est que je pense qu'on est en train de se rendre compte que le deep learning tel qu'il existe aujourd'hui, en tout cas, ne résout pas le problème des voitures autonomes parce que quand on conduit, justement, on fait du raisonnement haut niveau. On fait des raisonnements qui sont beaucoup plus compliqués, je pense, que ce qu'on imagine. On arrive à un carrefour, le feu est vert, on s'avance, mais on voit une personne qui avance, on se dit, alors est-ce que c'est une personne âgée? Qu'est-ce qu'elle porte? Il y a des raisonnements même sociaux qui rentrent en jeu. Est-ce qu'elle m'a regardé? Tout ça, en fait, c'est complètement ignoré aujourd'hui, en fait, par l'algorithme. Et en fait, je pense que c'est au cœur de la conduite autonome. Donc, en fait, il y a énormément de choses à faire encore avant que les voitures autonomes soient là. Par contre, je ne veux pas être complètement pessimiste non plus. Ça finira par arriver.
Espérons. Voilà. Effectivement, je sais plus qui me racontait il y a pas très longtemps une histoire assez drôle d'une voiture autonome qui s'est retrouvée derrière un camion qui transportait des feux rouges. Et du coup, en fait, la voiture, elle est paumée parce qu'elle comprend pas. Elle voit des feux rouges. Ils sont éteints, certes, mais elle voit un feu rouge, donc elle adapte son truc. Et parce qu'elle a pas cette compréhension, en fait, que quand c'est sur un camion, en fait, c'est pas un feu rouge, quoi. Voilà. Et en fait, encore une fois, les personnes qui poussent uniquement pour le deep learning diront, bah, c'est juste un edge case, je le rajoute dans mon dataset et on continue. Et puis, il y a d'autres qui diront, on a peut-être un problème de fond. Merci du coup pour cette réponse aussi très complète. Du coup, pour terminer, on revient sur le sujet du coup de la science-fiction. Si on tire un peu le trait de tous ces modèles d'intelligence, à quel moment il faudra réguler en se disant, bah, en fait, on est vraiment sur une intelligence et du coup, on n'est plus sur quelque chose qu'on peut manipuler comme on veut, parce qu'on peut pas manipuler un être conscient comme ça, comme on veut, quoi. Alors, plusieurs choses. Je pense qu'on est très très loin d'une intelligence artificielle consciente. Il y a eu quelques vagues sur le sujet récemment, notamment un ingénieur Google qui a dit que ces algorithmes étaient conscients. Google a très vite rectifié ça. Je pense qu'il faut réguler les algorithmes bien avant qu'ils soient conscients. Aujourd'hui, on en parle déjà, et les algorithmes d'aujourd'hui doivent être régulés. Ça, c'est une première chose, et à plus forte raison, c'est de demain. Mais la question de l'émergence d'une intelligence, à partir de ce qui est en train de se passer, est une très bonne question. Je pense que le deep learning, en tout cas tel qu'il existe aujourd'hui, ne présente pas le risque, à ma connaissance en tout cas, de l'émergence d'un Skynet. Voilà, je vois pas le deep learning prendre tout d'un coup le contrôle de l'humanité. Je pense malheureusement que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt l'humanité prendre le contrôle de l'humanité avec ces algorithmes-là, et comme je le disais tout à l'heure, utiliser des deepfakes pour vraiment perturber l'environnement autour de soi. Et ça, c'est un risque qui existe aujourd'hui. Sur l'émergence ce qu'on appelle une AGI, une intelligence générale, il y a beaucoup de questions parce qu'on ne sait même pas si elle existe en fait. Il y a des gens qui disent, je pense, et je suis assez d'accord avec ça, que l'être humain n'est pas forcément une intelligence généralisée. Au contraire, on est très spécialisé. Il y a des choses qu'on sait très bien faire. On sait très bien raconter des histoires, on sait très bien parler avec des gens, on sait un peu compter, mais on ne sait pas très bien compter. Mais en fait, c'est juste qu'il y a des quantités de choses qu'on ne sait pas faire du tout. On s'est spécialisé avec le temps, avec des millions et des millions d'années à faire certaines choses, mais on n'est pas du tout une intelligence généralisée. Et donc, est-ce qu'on peut même concevoir nous-mêmes une intelligence généralisée? C'est déjà une question philosophique que je laisse ouverte peut-être pour un prochain podcast. J'ai rien de particulier à ajouter. J'ai été scotché par ta phrase sur le fait que c'est plus l'humanité qui prend le contrôle de l'humanité avec ces algorithmes. Je trouve ça effectivement très juste. Je pense qu'il y a un point de vigilance important à avoir. Donc, très, très belle formule. Je te remercie de ça. J'espère que tout le monde aussi en prendra bien conscience et gardera ça pour mûrir des réflexions sur ces sujets-là. Donc, merci beaucoup, Olivier, pour tout ça. Est-ce que tu aurais des ressources, que ce soit des livres, des films, des séries, des chaînes YouTube, je ne sais pas, un contenu en particulier que tu aimerais suggérer ou conseiller à l'ensemble des auditeurs? Alors, deux, en fait, il y en aurait deux. Le premier, pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans le domaine aujourd'hui et apprendre entre guillemets, à faire du deep learning sérieusement. L'ancien directeur de l'IA de Tesla, Andrej Karpathy, qui est quelqu'un de très connu, vient de quitter Tesla. Visiblement a décidé de prendre du temps pour faire des formations sur YouTube qui sont gratuites. J'en ai regardé déjà une ou deux, elles sont vraiment exceptionnelles. Et si moi, aujourd'hui, j'avais envie de m'y mettre, je commencerai par là. Alors, évidemment, il y a les universités, etc. Mais pour quelqu'un qui veut démarrer de zéro, je démarrerai là. C'est exceptionnel d'avoir la chance de pouvoir suivre quelqu'un comme lui gratuitement avec des tutoriels incroyablement bien faits. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième source, pour le coup, je serai très générique dans ma réponse, mais c'est simplement de suivre Hacker News, que moi, je trouve un site de news génial, et de suivre ce qui se passe sur le machine learning, parce qu'en fait, il y a des articles qui sont postés et des discussions qui sont postés régulièrement sur ça, et qui permettent de se tenir à jour. Les livres, il y en a quelques-uns, je pourrais en citer plein, mais je pense que il y a des professeurs qui pourraient vous en donner. S'il y en a un seul, que je recommanderais, c'est le Deep Learning Book, de Handbook de François Chollet, qui est vraiment une super introduction au deep learning, très intéressante, très bien faite. Il y en a vraiment beaucoup d'autres, donc il ne faut pas se limiter à celui-là. Top. Je mettrai en tout cas tout ça en description. Pour terminer, j'aurais une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast FTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Espace. Espace. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Bruno.
Et merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On va arrêter la partie podcast là. On reste en revanche en ligne sur le live si vous avez encore des questions à poser à Olivier. Je vous remercie beaucoup de partager ce podcast autour de vous, de le faire grandir, de lui permettre de s'enrichir. On a parfois des sujets très tech, parfois des sujets un peu plus conceptuels. Là, on a mélangé un peu les deux. On a parlé tech, on a eu on est parti après un petit peu plus loin sur un ensemble de sujets. C'était absolument top. Merci beaucoup encore Olivier pour cette super discussion. Donc, merci beaucoup de me permettre de faire ce genre de choses et j'espère que vous en profitez autant que moi. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Et le générique est là. Exercice, Olivier. J'ai adoré la discussion. Merci beaucoup. Est-ce que on a abordé tous les sujets que tu avais envie d'aborder en arrivant ici ou est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas eu le temps de caser ou on est parti trop à gauche Je pense qu'on a vraiment tout couvert en fait. J'ai Ouais. l'impression qu'on a parlé beaucoup plus qu'une heure, donc j'espère que tu as contrôlé là le temps. Mais non, je pense que c'est bon. On a fait, alors j'ai pas regardé le moment où j'ai éteint, mais avant que je fasse la conclusion, on était à 57 minutes. Bon, Donc, tu vois, on est vraiment dans les timings. Super. Non, c'était fascinant. Merci beaucoup pour cette discussion. Moi, j'ai appris énormément de choses. Voilà. Bon, les lives l'après-midi, il y a souvent un petit peu moins de monde. Il y a plus de monde le soir. Mais en tout cas, pour ceux qui sont restés tout du long, j'espère que vous avez aussi apprécié cet échange. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu aimerais peut-être passer maintenant qu'on est en comité plus réduit? Il y a encore quelques dizaines de personnes connectées sur différentes plateformes de live. Voilà, est-ce qu'il y a un dernier message? J'ai un message qui est assez simple en fait, c'est que on est en train d'assister à une révolution de l'intelligence artificielle et j'aurais juste envie de convaincre et de pousser ceux qui nous écoutent à en faire partie en fait, mais pas forcément que d'un point de vue du code ou de l'algorithmique, mais aussi du point de vue de plus éthique, philosophique, régulation. Et je pense qu'il y a énormément de métiers, pas seulement l'ingénieur, qui peuvent en profiter ou en tout cas se développer autour de ça. Et je pense qu'un des facteurs limitants de l'IA, ce sera pas les algorithmes ou les données, mais ce sera l'adoption de ces algorithmes dans le grand public et donc tout sauf les données, les algorithmes en fait. Ouais. J'ai fait un épisode il n'y a pas très longtemps avec, je suis pas doué avec les noms, on parlait du coup de la présence du machine learning, enfin de l'IA de manière générale dans toutes les décisions militaires. J'ai vraiment plus le nom en tête, mais bon, c'est pas grave. C'est un épisode assez récent qui était vraiment un épisode hyper intéressant et qui justement évoquait ce truc-là, c'est que aujourd'hui, l'IA permet de faire beaucoup d'analyses et de prédictions sur des mouvements de troupes, sur là, tiens, à tel endroit, j'ai vu tel type de mouvement militaire, là, c'est tel type d'unité. Enfin, tu vois, une espèce de compréhension globale. J'ai fait aussi un épisode passionnant il n'y a pas trop longtemps sur la computer vision chez Préligence. Mais de ce qu'on voit, en fait, c'est que ces algorithmes, en fait, ils sont là pour... c'est un support à la décision. C'est-à-dire que ça va te faire un ensemble de statistiques. Et après, ça reste un être humain qui prend la décision. De ce que je comprends aussi des news que je vois passer, dans le monde de la médecine, c'est encore aussi le cas. C'est-à-dire que c'est vraiment la machine, elle est là pour donner une piste, mais c'est un médecin ou une médecin qui va choisir à la fin de poser le diagnostic ou pas. Et du coup, tu vois, l'espèce de question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que c'est un principe de précaution sage de se dire c'est juste une aide statistique effectivement qui est utile et du coup il faut qu'il y ait un humain qui soit là en termes de validation et de décision derrière, et auquel cas les voitures autonomes ou les voitures autopilotées qu'on a aujourd'hui, en fait on est allé trop vite parce qu'en fait aujourd'hui on a des voitures qui vont toutes seules alors qu'il devrait encore y avoir un humain qui contrôle le truc. Ou est-ce que c'est que l'armée et la médecine n'ont pas encore franchi ce pas de décision que la voiture autonome, elle, a su prendre en disant, en fait, on peut faire plus confiance à la machine qu'à l'être humain? C'est une très bonne question et on pourra en parler pendant très longtemps, mais je vais essayer de répondre de façon courte. Je pense que ce qu'on a aujourd'hui comme preuve, c'est que la plupart du temps, effectivement, combiner l'algorithme avec l'humain, c'est mieux que l'algorithme tout seul. Et ça vient souvent du fait que l'humain en question est un expert. Ça peut être un médecin, mais même à la conduite, c'est une personne qui conduit et qui elle-même conduit pour l'instant mieux qu'un algorithme.
Il y aura peut-être un moment où l'algorithme sera meilleur, on le verra dans les résultats, meilleur que l'humain seul. Et je pense qu'il ne faudra pas forcément avoir peur de ça, en fait. À partir du moment où on a compris les fondamentaux de ce qu'on fait, tout ça, ça porte sur l'explicabilité de l'IA. Et je pense que chercher une explicabilité de l'IA n'est pas très raisonnable, en fait. Et à mon avis, un but qui est à la fois trop ambitieux et un petit peu décalé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on surestime beaucoup l'explicabilité de tout le reste. Un exemple classique qu'on donne souvent, c'est le vol des avions. On pense qu'on comprend. En fait, en vérité, on ne comprend pas très bien. Et la méthode, l'explication classique qu'on a de Bernoulli, les fluides, etc., elle tient pas dans certains scénarios où l'avion continue de voler. Et si on s'était dit, on veut parfaitement comprendre ça avant de faire voler des avions, on n'aurait toujours pas de Paris-New York en 7 heures. On serait toujours en train d'y aller en bateau. Et donc, je pense qu'il y a une certaine notion de lâcher prise dont l'humanité va devoir faire preuve pour ça. Mais encore une fois, je pense qu'on en est encore très loin quand on parle de tâches qui nécessitent un raisonnement au niveau et dont l'algorithme n'est pas capable. Ouais. Encore une fois, la conduite automobile, c'est le cas. Il est possible, encore une fois, je vais être tout à fait transparent, il est possible que de nouvelles générations de deep learning y arrivent. Donc, je ne suis pas en train de dire que le deep learning n'y arrivera pas. Je dis que le deep learning d'aujourd'hui n'y arrivera pas tout seul. Que c'est pas juste en mettant plus de datasets, plus de puissance qu'on arrivera à... Exactement. Et dans le militaire, je pense que c'est encore plus flagrant. Évidemment, on prend des décisions qui ont des conséquences sur la vie humaine. Il est clair, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas raisonnable, je pense, de confier à une machine seule, aussi performante soit-elle, des décisions de ce type-là. Donc, voilà, je pense que c'est encore un autre domaine. Ouais. Top, merci beaucoup. Je te remets ce sticker exclusif qui est réservé aux invités du podcast. Il ira sur mon Mac tout de suite. Et ben voilà, donc c'est un sticker qu'on peut pas trouver dans la boutique du podcast IFTTD, donc qui est vraiment réservé aux invités du podcast. Merci beaucoup, Bruno. Merci à toi, Olivier. Et merci à tous d'avoir assisté à ce live, de conversation passionnante, un peu plus métaphysique peut-être sur la fin, mais voilà, on a appris plein de choses, donc merci encore beaucoup Olivier pour cette discussion. Le prochain live, du coup, ce sera jeudi où je recevrai Baptiste, qui a aussi un podcast que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle donc Niptech, et donc Baptiste est chercheur actuellement au MIT de souvenirs. Et il travaille du coup sur l'amélioration du trafic automobile grâce à l'IA sans passer par les voitures autonomes. Donc tu vois, une espèce de comment on va faire en sorte que les gens conduisent mieux grâce à l'IA sans cette notion d'autopilote ou de conduite autonome. Donc ce sera un sujet qu'on creusera. Donc on va beaucoup parler d'IA du coup cette semaine. Et sinon, la semaine prochaine, quels sont les sujets qu'on va aborder la semaine prochaine ? On va parler de recrutement et de tests techniques la semaine prochaine. Donc voilà, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à se dire. D'ici là, en tout cas, moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis, en tout cas, je l'espère, rendez-vous jeudi. Et surtout, d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.